Fidèles auditeurs et téléspectateurs des programmes du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine, le forum de la presse. Votre rendez-vous qui vous propose des analyses sur des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine qui s'achève avec des confrères de la presse. Dans ce numéro, nous discuterons des nouveaux cas de méningite, dont 22 décès enregistrés ces derniers jours dans des districts sanitaires de Magaria et Dungas dans la région de Zander. Ensuite, nous parlerons de la célébration de l'édition 2022 de la Journée internationale des droits des femmes, une journée institutionnalisée par les Nations Unies depuis 1975 et qui vise à promouvoir la lutte pour les droits des femmes pour la fin des inégalités. Enfin, nous terminerons avec la levée samedi dernier de la plupart des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 par les autorités saoudiennes qui ont décidé de dispenser les voyageurs vaccinés, notamment de quarantaine ou de tests de dépistage, une mesure qui aura à faciliter la prochaine édition du pèlerinage musulman à la Mecque. Pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir nos confrères, El Hadji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter, Maïmouna Diado, journaliste indépendante, et Ousmane Sidikou, journaliste indépendant également. À la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. Une fois de plus, bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour ce numéro du Forum de la presse que nous débutons par un hommage à notre confrère Gréma Boukar, décédé à Tunis le mardi 8 mars 2022 des suites d'une maladie à l'âge de 63 ans. Feu Gréma Boukar fut journaliste à l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, ORTN, et ancien correspondant de La Voix de l'Amérique, VOA. Il était plus récemment, avant sa mort, le promoteur du groupe de presse Anfani, où il était donc le PDG, et en même temps président du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger. Un mot suite à ce décès, Maïmouna Diado. Voilà, donc nous ne pouvons que, en tout cas, dire que la presse nigérienne, dans sa totalité, vient d'être frappée par la disparition subite du directeur général, le promoteur d'Anfani, Gréma. Nous lui rendons ici hommage et que Allah, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala donc l'accueille dans son paradis éternel et que mes condoléances en tout cas à toute sa famille, à la famille de la presse nigérienne. C'est quand même quelqu'un, il n'est pas parti, il est toujours avec nous parce que on garde de lui des souvenirs. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a en tout cas bercé le cœur de tout un chacun, les jeunes journalistes que nous étions, avec sa voix au niveau donc de VOA. Donc c'est vraiment une icône, si je peux le dire, au niveau donc de la presse nigérienne. Paix à son âme, il nous a quittés, c'est vrai, mais on est obligé de le faire ainsi, de patienter, parce que c'est comme ça, Dieu l'a voulu ainsi. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie aussi. El Hadji Mohamedou Suleiman, quel souvenir gardez-vous de Boukar Gréma? On ne peut que d'abord prier pour lui, pour que son âme repose en paix. C'est véritablement, comme Mamoun l'a dit, une icône, un grand professionnel en tout cas, surtout un vrai promoteur de la liberté d'expression, la presse indépendante. Il a fait de son mieux en tout cas. Et ce qu'on retient, c'est que fondamentalement son média Anfani
mettait en avant la liberté d'expression. Peut-être que c'est la déformation, la travers des médias, la voix de l'Amérique. Et effectivement, il y a ces valeurs. Donc, il a inculqué ces valeurs, en tout cas au niveau de son groupe, de sorte que, en tout cas, il essaie de donner une version plurielle, en tout cas, à l'expression, donc à la liberté de la presse. Et je pense que c'est un acquis, là, Anfani. Il a, en tout cas, aussi une vision aussi un peu multimédia, parce que Green Boukra a aussi fondé un journal, la presse indépendante, la chaîne des études, en tout cas, il a même, je crois, une fois dirigé. Donc, on voit cette ambition véritablement de quelqu'un qui s'est investi et qui a, je pense, apporté vraiment, fait en tout cas la noblesse de la presse nigérienne. Donc, on ne peut que souhaiter paix éternelle à son âme. Ousmane Sidoukou. Michel Deji, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je ne peux que joindre ma voix à celle des autres confrères pour le repos éternel du baobab de la presse. J'ai nommé Elhaji Grema Boukar, qui a répondu à l'appel de son seigneur. Grema, de son vivant, a été à l'avant-garde de toutes les luttes, notamment celle de la démocratie, de la liberté d'expression. Nous étions certes jeunes, mais nous avons souvenance des pillages, avant même ces reportages, des pillages pendant les régimes d'exception dont a fait l'objet Anfani, la radio Anfani. Et c'est dire que l'homme, vraiment, des brimades, l'homme a su tenir la dragée haute dans le cadre de la défense des droits humains, des libertés d'expression, de la liberté d'expression. On ne peut que s'incliner devant cet illustre disparu. Puisse Dieu le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux, puisse l'accueillir dans son paradis éternel. Au groupe de presse, tout comme le réseau, sa famille biologique, les collègues, l'ensemble de la corporation, nous présentons nos condoléances les plus attristées. Donc c'est une immense perte. Je pense que Grema a su vraiment être un modèle pour plusieurs générations de journalistes. La preuve, Anfani a été le fleuron, vraiment un fleuron dans le paysage médiatique nigérien. Donc prions que cette dynamique qu'il a su inculquer, comme Elhaj l'a dit, puisse être préservée et que le lendemain soit davantage meilleur pour ce groupe de presse qu'il aura mis en place. Merci beaucoup. Le groupe de presse, donc Anfani, il faut rappeler justement qu'Anfani était l'une des premières radios privées du Niger, après RM naturellement. Il faut rappeler que la dépouille mortelle de Grema Boukar Koura est attendue à Niamey ce week-end et son inhumation est prévue pour l'après-midi du dimanche au cimetière musulman de Yantala. Ainsi va la vie, paix à son âme et encore nos sincères condoléances. Plus de 500 cas de méningite, dont 22 décès, ont été enregistrés ces derniers jours dans les districts sanitaires de Magaria et Dungas, région de Zander, selon le directeur régional de la santé publique de Zander. On écoute le directeur régional de la santé publique de la région de Zander, Dr Abdou Yahaya, au micro d'Ali Keita. Nous avons enregistré un total de 534 cas, dont 22 décès, répartis à 234 cas pour Dungas, avec 9 décès, et 300 cas et 13 décès pour Magaria. Au moindre signe, dans tous les cas, pour n'importe quel type de signe qu'on présente, d'aller au niveau des centres de santé, mais aussi les mesures qu'on demande aux gens de renforcer, notamment l'hygiène, éviter la promiscuité, la cohabitation avec les animaux, quand elle survient. Il y a plusieurs microbes qui peuvent donner la méningite. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait suffisamment de médicaments pour prendre en charge le préalable. Ça, c'est quelque chose qui est garanti au niveau de toutes les formations sanitaires. Et la prise en charge de cette maladie, elle est gratuite. On ne paye pas. C'est pourquoi, dès que le diagnostic est posé, effectivement, le traitement adéquat est appliqué aux malades et il ne paye rien jusqu'à la sortie. Elhaji Mohamedou Suleiman, quelle analyse par rapport à ces plus de 500 cas de méningite dans la région de Zander? En termes d'analyse, je pense qu'en suivant le docteur l'a donné des conseils d'usage de précaution et très malheureusement, nous ne sommes pas très
de façon pratique, on a vécu le Covid récemment, on a vu quand il y a des mesures, en tout cas sanitaires, souvent les gens sont négligents, on a tendance à négliger. Et c'est ce qui est inquiétant avec la période de chaleur qui s'intensifie, parce qu'on va vers justement la grande chaleur. Hein. Nous sommes déjà début mars, on se rend compte que effectivement ça change. Donc les effets de contamination, justement, ce qu'il dit, donc et malheureusement, vous avez vu notre vie, on vit avec les animaux souvent, même si de la capitale, je vois ce phénomène. Dans les conseils recommandent de réduire cela. Justement. Donc vraiment tout cela, je pense qu'il va falloir au niveau du ministère de la Santé. Donc en tout cas prendre des mesures pour sensibiliser, parce que je pense que c'est d'abord la première mesure, en tout cas plus facile, je veux dire sensibiliser, informer les gens. En tout cas on a comme des outils de communication, donc il faudrait que donc ce travail-là à tous les niveaux, dans les centres de santé, au niveau donc des médias, des émissions vraiment, je veux dire utiles, ou j'aurais aimé que en tout cas, heureusement que Kalango le fait, qu'on amène des experts en tout cas qui vont parler de la maladie en profondeur, en tout cas pour donner aux gens vraiment tous les détails, ce qu'il faut éviter. Malheureusement, c'est des maladies de temps en temps qui font surface. Donc, et les contaminations, comme je l'ai dit, se font parce que tout simplement, avec notre vie de promiscuité, en tout cas, nous sommes donc habitués à cette réalité. Donc, par conséquent, je pense, de mon point de vue, le ministère de la Santé, comme il a fait au temps du Covid, en tout cas, doit prendre les mêmes mesures donc pour sensibiliser les gens, expliquer aux gens, en tout cas, de faire attention, surtout pour les plus petits. Vous voyez, j'ai vu que la méningite, en tout cas, les plus petits, les enfants, adolescents, sont, vous voyez quoi, et les personnes âgées, tout cela. Donc, bon, je pense que l'élément, l'arme qu'on a, en tout cas, à notre portée, c'est d'abord l'information, la sensibilisation. Donc c'est comme ça, je pense, on pourra peut-être aider, surtout dans le milieu rural, parce qu'il y a aussi les radios communautaires. Il faut vraiment les utiliser à fond pour passer le message, en tout cas aux parents, à tout le monde, en tout cas, pour qu'on puisse peut-être minimiser les dégâts. Merci beaucoup. On se rappelle justement que de nombreux décès avaient été enregistrés au Niger de par le passé. Par exemple, du 1er janvier au 1er juin 2015, l'épidémie de méningite a causé 546 décès sur un total de 8259 cas selon le Bureau de coordination des actions humanitaires des Nations Unies, OCHA. La propagation de la maladie semble être facile car elle se fait par le biais de gouttelettes en suspension dans l'air. Maïmoun Diado, à votre niveau, avez-vous de nouvelles informations par rapport à l'évolution de la situation de ces nouveaux cas de maladie de méningite dans la région de Zander? Merci Michel, mais je n'ai pas d'autres informations. Les seules informations que j'ai, c'est ce que vous venez de nous dire à l'instant, et nous avons suivi le docteur également, qui a parlé de cette maladie. Mais ce qu'on doit noter, c'est que c'est une maladie saisonnière. C'est-à-dire que c'est une maladie qui est là, qui vient périodiquement. Nous savons également que c'est en période de forte chaleur qu'il y a cette maladie, la méningite. Maintenant, il ne faut pas également oublier que même de par le passé, c'est la région de Zender d'abord qui a commencé à alerter, parce que tout simplement, c'est une zone frontalière au Nigeria. Là aussi, il ne faut pas oublier. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que du moment où nous savons que ça vient avec la période de chaleur, ça veut dire que l'État devrait également prendre des précautions pour pouvoir améliorer le service de santé au niveau donc de ces zones qui sont, comme on le dit, des zones à risque,
parce que Zender et Nigeria et les autres, Tawa également. Donc, c'est vraiment les régions frontalières donc, au Nigeria qui sont d'abord confrontées. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme l'a dit Alain Suleiman, c'est la sensibilisation. C'est vraiment de mettre à profit les radios communautaires pour faire une très bonne sensibilisation. Vous avez entendu, le docteur a dit que c'est gratuit. Le traitement, la prise en charge, c'est gratuit. Et ils se disposent des médicaments. En tout cas, donc ça veut dire que ces populations, une fois détectée, la maladie détectée, doivent se rendre au niveau donc, de ces centres de santé pour être prises en charge gratuitement. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que c'est la région de Zender. Maintenant, il faut essayer de diminuer cette maladie au niveau de circonscrire cette maladie au niveau de cette région de Zender pour que ça ne puisse pas évoluer. Et même si ça évolue, que ça ne soit pas en tout cas une évolution comme tu viens de nous dire à l'instant par rapport en 2015 où il y a eu plus de victimes. Donc c'est ça, c'est là où l'État doit s'engager. L'État doit s'engager et ne pas regarder uniquement la région de Zender parce qu'il se pourrait. Parce que nous sommes quelqu'un qui peut transporter cette maladie de Zender peut bien sûr la transporter au niveau de Tawa, au niveau de Niamey. Il y a aussi la question de la vaccination. On se rappelle en 2015, il y a eu des soucis par rapport à cette vaccination. Les vaccins étaient devenus très rares. Voilà. Et les gens mettaient véritablement des moyens financiers pour pouvoir accéder à ces vaccinations. Donc ça veut dire tout simplement ça, c'est l'État. L'État doit mettre les moyens parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait plus de décès et pour pouvoir agir. Non, on agit en fonction déjà de ceux qui ont été détectés et en fonction, parce que 22 personnes, vous avez parlé de 22 décès. 22 décès, ce n'est pas minime. 22 décès, c'est quand même beaucoup pour une région. Donc ça veut dire que ça prend de l'ampleur. Maintenant, il faut véritablement alerter la population et alerter les autres, équiper les autres districts sanitaires, renforcer leurs capacités et également mettre à la disposition la vaccination, comme tu viens de le dire à l'instant. Merci beaucoup. Le médecin l'a rappelé, il y a plusieurs microbes qui peuvent donner cette maladie qui est généralement due à une infection virale d'origine bactérienne ou fongique. Et ces symptômes sont, selon les spécialistes de la santé, des maux de tête, de la fièvre et une raideur du cou. Ousmane Sidikou, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour réussir à barrer la route à cette maladie au Niger? Michel, il n'y a pas 36 solutions. Les cas, tout comme les statistiques, que ce soit en 2015 comme en 2022, sont assez effarants. Donc, il faudrait que les dispositions soient prises préalablement à suivre les propos du docteur. La première des choses, c'est vraiment d'avoir une disponibilité du médicament. Ça, c'est puisque les mesures à prendre, El Hadj l'a si bien dit, que ce soit même pas en milieu rural, même ici en ville, la promiscuité, le contact avec les animaux, c'est-à-dire vraiment, c'est des choses, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas faisables, mais c'est difficile à observer. Ça, je sais pas, c'est dans notre ADN, le respect des mesures là, vraiment, on n'est pas trop regardé là-dessus. Donc, moi, ce que je préconiserais, comme les deux confrères l'ont si bien dit, c'est de mettre à contribution ces radios communautaires là. Avant même que ces radios soient mises à contribution, c'est doter les CSI de médicaments. Ensuite, tabler vraiment sur une sensibilisation intense en ratissant l'âge, c'est-à-dire en mettant à contribution tous les acteurs, que ce soit les médecins, les leaders coutumiers, religieux, les autorités locales. Vraiment, il faudrait que chacun soit mis à contribution pour sensibiliser davantage. Sinon, les mesures à prendre sont connues de tous, mais c'est le respect de ces mesures-là qui cause problème. Donc moi, je pense qu'en dotant les CSI de médicaments et en mettant l'accent sur la sensibilisation sous-entend la contribution des radios communautaires. Moi, je pense qu'à défaut de l'éradiquer, on pourrait tendre vers une atténuation. Surtout que la période s'y prête. Nous sommes en période de chaleur. Nous tendons vers les pics de cette chaleur. Donc, vraiment, c'est d'intensifier les efforts pour, comme je l'ai dit tantôt, à défaut de l'éradiquer, au moins atténuer ces cas
cas qui sont assez illustratifs et qui inquiètent à plus d'un titre. Merci beaucoup. Espérons alors que cette situation va justement pouvoir être améliorée dans les jours à venir. Nous passons à présent au deuxième sujet de ce forum de la presse. Il s'agit de l'édition 2022 de la Journée internationale des droits des femmes, institutionnalisée par les Nations Unies depuis 1975. C'est une journée mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités par rapport aux hommes. Elhadji Mohamed Suleiman, quelle est l'importance de la célébration de cette journée? Mais cette journée permet justement à travers le monde, lorsqu'il y a une journée internationale, donc tous les pays sont intéressés, de faire une sorte d'évaluation des droits humains, les inégalités, et le thème de cette année, c'est justement l'égalité des sexes pour un avenir durable. Donc vous voyez, l'humanité au XXIe siècle, la question d'égalité, même si par ailleurs il faut nuancer, c'est un concept selon les pays. Donc, mais je pense que le plus important, c'est il y a des réalités dans notre contexte, par exemple socio-culturel, qui font que la femme, c'est un citoyen de seconde zone d'une certaine façon. Et on pense qu'au regard des statistiques, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans un pays. Et vous ne pouvez pas développer un pays lorsque sa moitié est mise à l'écart. Donc, c'est des réalités. Donc, il va falloir se dire que plus nous éduquons donc les filles, plus justement on donne la femme la possibilité de développer son potentiel, parce que à l'épreuve des faits dans le monde, grâce à l'école, on a vu que les femmes montrent justement du génie, en tout cas tout ce que l'homme peut faire, dans la mesure du possible. En tout cas, la femme l'a fait ou bien peut le faire. Donc par conséquent, c'est des clichés donc, qu'il faut donc combattre. Mais le plus important, à mon sens, c'est vraiment de permettre au pays de tenir compte justement de certaines réalités qui font que c'est des obstacles même pour le développement du pays. Par exemple, vous voyez, on parle d'égalité des chances. Quand vous regardez les textes, nos constitutions, vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, pourquoi on parle de quota, par exemple, pour en fait une sorte de discrimination positive. Parce que tout simplement, les réalités sociales ont fait en sorte que, en termes de leadership, la femme reste toujours derrière. Donc, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, l'exemple que je peux donner à travers ce forum de la presse, il n'y a qu'une seule femme. Et Kalangou a appelé les femmes journalistes à venir à ce débat. Il n'y a que Memoune qui tient donc, le bout, parce que, vous voyez, donc c'est-à-dire que comme dans toutes les femmes, à travers toutes les sœurs, les consoeurs, est-ce qu'elles n'ont pas le temps de venir faire le débat? Donc je veux dire que c'est vraiment un aspect. Mais l'autre élément, en tout cas, que je constate à travers c'est devenu un rituel, parce que chaque année, le 8 mars, en fait, j'ai vu un activiste qui a balancé le 8 mars une image, une femme rurale, en tout cas, qui est en train de chercher de l'eau vraiment dans un trou, absolument, où elle peut perdre sa vie, parce que c'est-à-dire que vraiment, il y a des préoccupations, absolument. Non seulement la femme dans le milieu urbain, elle n'est pas sortie de l'ornière, mais aussi quand on prend la dimension de la femme dans le milieu rural, où elle est face vraiment au corvée, au sens où le fait de piler, le fait d'aller chercher du bois, le fait d'apporter de l'eau sous sa tête, sans tenir compte justement de la tâche la plus noble pour la femme, le fait d'enfanter, entretenir. Nous sommes aujourd'hui des parents, mais nous savons qu'en tant que parents, ce que font les femmes aux enfants, ce que nous faisons, nous sommes loin justement à faire ce que... Parce qu'en réalité, c'est que, imaginez par exemple, toi, elle te donne ton bébé pour juste 3-5 minutes, tu vas commencer à prendre. Mais imaginez, elle vit tout le temps avec lui. Donc, il y a vraiment tous ces défis qui montrent que la place de la femme, en tout cas, comme les gens le disent, effectivement, quand on éduque, il faut plus éduquer les filles
que les garçons. Parce qu'en réalité, la femme, c'est elle qui vraiment, c'est le moteur de la famille et de la société. Donc, je pense que c'est important et on voudrait bien que dans la politique du genre, en tout cas, le chef de l'État, il a privilégié cet aspect-là. C'est important, justement, en tout cas, toute la question, on a beau, en tout cas, déceler les pistes, mais la meilleure, c'est l'éducation qui constitue vraiment l'ascenseur pour tout le monde. Et justement, c'est pourquoi il faut vraiment non seulement envoyer les filles à l'école, mais aussi les accompagner. Les accompagner à la maison, parce que vraiment, en tant que parent, je me rends compte que aussi, comme vous voyez, il y a aujourd'hui des parents à la maison qui accompagnent eux-mêmes. Au moins être présent, on surveille l'éducation des enfants, mais il y a des parents où franchement, non seulement déjà on fait assez trop le fait d'envoyer les enfants à l'école, mais chercher un répétiteur, on peut dire que ça demande des moyens, mais en réalité, puisque quand on sommes instruits, nous pouvons, c'est vrai, on est venu à la maison, c'est vrai, on est fatigué, mais au moins demander à l'enfant son cahier, qu'est-ce que tu as fait. Vraiment, je pense que cela fait en sorte que soi-même, on peut suivre l'éducation des enfants. Donc, bon, bref, moi, je pense que c'est une très bonne chose, le 8 mars en tout cas, mais davantage, il faudrait que les femmes se battent vraiment à poser le vrai débat, à tenir compte vraiment des priorités. Il y a des priorités quand on voit vraiment toutes ces années ce qu'on fait. Par exemple, la personne qui a posé dit en fait, vous dépensez 160 millions pendant que voilà vos soeurs sont en train de faire. Bon, c'est pour une journée justement, pour une journée. Donc c'est dire que franchement, il va falloir vraiment garantir le droit à l'éducation. Absolument. À partir même de la jeune fille, parce que c'est de là que ça commence. Maïmoun Diado, quand on parle des droits des femmes qu'il y a lieu de promouvoir ici, quels sont les autres droits, les fondamentaux à ce niveau qu'il faut rappeler? Mais c'est ce que Alaj vient de dire, l'éducation d'abord. Parce qu'il faut vaincre l'ignorance. Et pour vaincre l'ignorance, il faut l'éducation. Éduquer les filles, les maintenir à l'école. Parce que quand on regarde dans le fond Niger, quand on prend l'exemple des femmes rurales, parce que moi, je mets l'accent sur la femme rurale. Aujourd'hui, une fille qui a été éduquée, une fille qui a eu la possibilité d'aller à l'école, cette fille peut changer sa communauté. Elle devient leader. Donc, quand on fait un plan statistique, ça veut dire que d'ici 5 ans, on pense que cette fille va pouvoir améliorer les conditions de la femme et de sa communauté. C'est ça, l'émancipation de la femme. À son niveau. Ce qui va la mener vers l'autonomisation de la femme. On est d'accord sur ça. Parce que tout ce qu'elles veulent faire, s'il n'y a pas l'éducation, c'est zéro. Après l'éducation, qu'est-ce qu'il y a lieu de renforcer? S'il y a la possibilité, c'est de renforcer ces femmes en besoin, surtout l'eau potable. Parce qu'aujourd'hui, l'accès à l'eau, c'est très important, et l'accès aussi aux secteurs sociaux de base. C'est-à-dire la santé, l'éducation que je viens de dire à l'instant. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'ils ont choisi le thème. Moi, je me dis que le thème de cette année, ça a un lien... L'égalité. C'est un lien avec les changements climatiques. Pour un avenir durable. Avec les changements climatiques. C'est-à-dire que toute décision qu'un État doit prendre, l'État doit d'abord écouter la voix de ces femmes. Parce que avant le changement climatique, la femme n'avait pas de difficulté à chercher le bois. Avant le changement climatique, l'eau était à côté de cette femme. C'est-à-dire que nous avons des mares, nous avons tout. Mais aujourd'hui, c'est pas facile pour cette femme parce qu'elle doit faire des kilomètres à la recherche de l'eau. Dans les zones rurales. Dans les zones rurales. Elle quitte chez elle à 4 h du matin pour revenir à partir de 8 h ou 7 h. Ça dépend du kilométrage, en tout cas. Mais l'égalité ici, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit égalité de sexe? Non, l'égalité, moi je ne parle pas d'égalité de sexe, mais je parle d'égalité en tant que... en termes d'accès, en termes de droit, en termes de droit à l'éducation, la même possibilité que les hommes ont pour aller à l'école, il faut donner cette possibilité à la femme, à la petite fille d'aller à l'école. C'est ça l'égalité. L'accès aux emplois, c'est la même chose. On dit diplôme égal. Donc, salaire égal. L'homme qui a le même diplôme que la femme aujourd'hui, donc cette femme aussi
a le droit d'avoir le même traitement salarial. C'est vrai que ça a été à la base d'ailleurs des premières luttes pour les droits des femmes. Oui, les ouvrières. Elles avaient réclamé justement des salaires égaux par rapport à ce que faisaient les hommes. Il ne faut pas voir l'égalité comme les autres femmes pensent que l'égalité, quand on parle de l'égalité entre la femme et l'homme, c'est l'égalité que ça sous-entend autre chose. Non, l'égalité, c'est les droits. J'ai une fille, elle doit aller à l'école au même pied d'égalité que j'ai inscrit le petit garçon. J'ai une femme qui travaille. Moi, je travaille. Donc, laisser la possibilité à cette femme qui a étudié pour la laisser aller travailler. C'est ça l'égalité. Aujourd'hui également, en termes de changement climatique, pourquoi quand on écoute, c'est les hommes qui prennent les décisions à la place de ces femmes c'est elles qui subissent en tout cas le changement climatique. Ça veut dire que on écoute la voix de l'homme et il faut écouter également nécessairement la voix de la femme. Parce que toute décision qu'un État va prendre sans écouter cette gente féminine, parce que c'est elle c'est elle qui doit en tout cas en bénéficier. Donc ça veut dire que ça tomberait à l'eau. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Voilà, moi je me dis que en fait, c'est une lutte, quand on regarde depuis 1975, ça a été institué par les Nations Unies. Donc, 47 ans de lutte, 47 ans de bilan. Qu'est-ce que ça a apporté? Maintenant, il faut que chaque pays réfléchisse à sa manière, dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi, je me dis, c'est pas venir aujourd'hui, vous m'excusez, réunir des femmes, peut-être à Mahatma Gandhi, qui va changer les choses. Non. Les femmes qui ont eu accès à Mahatma Gandhi, ce sont les citadines. Ce sont les citadines qui ont eu accès à Mahatma Gandhi. Où sont ces femmes rurales-là? Ça leur donne de la visibilité. Parce que les femmes citadines ne peuvent pas réfléchir aujourd'hui sans ces femmes qui sont à la place de ces femmes qui sont qui vivent en rural. Quand on regarde, on a plus de 50% de la population de la gente féminine. Les 10%, moi je les mets côté citadine. Les 40%, c'est les femmes rurales. Ça représente les femmes rurales. Donc ça veut dire que plus vous vous limitez à organiser vos activités d'une journée dans une capitale, plus vous limitez vos chances d'accéder, en tout cas d'avoir un pourcentage réussi de sensibilisation, de donner en tout cas à la possibilité à ces femmes-là d'avoir leurs droits. Ça veut dire que la sensibilisation, Michel, ça ne doit pas s'arrêter ici, mais ça doit être en tout cas comme ils l'ont institué avec le 13 mai. Les personnes concernées sont déconnectées dans leur grande majorité. Dans d'autres régions que ça se passe. Pourquoi le 8 mars, on ne peut pas également l'amener à d'autres zones? Ousmane Sidikou, que doivent faire les femmes pour réussir à continuer à améliorer le niveau du respect de leurs droits au Niger? Pour les femmes, cette journée, certes, elle a été instituée depuis plusieurs décennies. Moi, je pense que le Niger, à l'instar des autres pays, l'a célébré. Mais là où se pose le léger bémol, c'est cette pensée assez particulière et spéciale d'ailleurs à ces femmes rurales dont ils en ont fait cas. Corvéables, c'est elles qui le sont à merci, mais elles continuent de payer ce lourd tribut. C'est-à-dire en termes de droits, en termes d'accès, vraiment, elles en paient et elles continuent de payer le lourd tribut. Or, la lutte devait d'être menée en leur nom. Ils l'ont si bien dit aujourd'hui, quand vous prenez par exemple, on a tablé sur la scolarisation de la jeune fille. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de la scolarisation. C'est bien beau, c'est facile de scolariser. Maintenant, c'est le maintien de ces jeunes filles à l'école-là. Elles sont combien des jeunes filles qui brillaient dans leurs études, mais à un certain âge, du seul fait de certaines pesanteurs ou bien de certaines voix, ont vu leur cursus... Le mariage précoce, par exemple. Justement, ont vu leur cursus stopper net, mariés et
la plupart des cas, ils sont finis dans des trucs avec les trucs de fistule. Ça peine, Michel. Donc moi, je pense qu'il faudrait trouver les mécanismes pour que, à la célébration de chaque édition, que vraiment ces femmes rurales-là se sentent vraiment, je ne dirais pas, impliquées de bout en bout. Parce que c'est elles qui sont corvéables à merci. Aujourd'hui, faites un tour en milieu rural, ça fait pitié. Même s'il y a une corrélation avec les changements climatiques, donc les conséquences, c'est elles qui vivent ça dans leur chair et leur âme. Donc moi, je pense que beaucoup reste à faire. Il faut aller au-delà de la célébration du folklore, de conférences, animations, c'est-à-dire il faut vraiment que cela se matérialise dans leur vécu quotidien et que cela se sente. Il faudrait qu'elles sentent véritablement qu'il y a une journée qui leur est dédiée et que, à défaut, il ne faut pas se tromper quand même, comme tout va se résoudre à l'effet d'un coup de baguette, mais quand même qu'elles sentent qu'il y a un début, qu'il y a une amélioration qui est en train d'être, qui va se ressentir dans leur vécu quotidien. Merci beaucoup. Il y a donc des efforts à faire à divers niveaux. Abordons enfin la dernière partie de ce forum de la presse du studio Kalangu de ce soir. L'association nigérienne pour le pèlerinage et la Oumma ANAP a confirmé la levée samedi dernier de la plupart des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 par les autorités saoudiennes qui ont décidé de dispenser notamment les voyageurs vaccinés de quarantaine ou de tests de dépistage, une mesure qui aura facilité le pèlerinage musulman à la Mecque. En 2021, seules 60 000 personnes composées de citoyens saoudiens et des étrangers résidant dans le royaume avaient été autorisés à accomplir ce 5e pilier de l'islam après avoir été vaccinés, alors qu'ils étaient quelques 2,5 millions de fidèles musulmans à le faire avant la pandémie en 2019, rapporte le journal Le Parisien. Elhadj Mohamedou Suleiman, quels sont les principaux changements qu'on aura à partir de cette nouvelle mesure prise samedi dernier par le Royaume d'Arabie Saoudite qui abrite les deux principaux lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine? Il faut se réjouir du fait que de plus en plus à travers le monde, même je constate que les imams qui nous ont imposé en tout cas ce carcan, de plus en plus vous allez voir que le port de masque, en tout cas c'est une très bonne nouvelle parce que absolument, parce qu'en réalité le Covid a tué d'une certaine façon l'humanité, parce qu'il a tué l'économie. Il y a beaucoup de gens ont perdu leur emploi, vous voyez. Le Hajj même en tant que tel, vous voyez, les agences de voyage Hajj et Umrah, c'est une activité économique des plus florissantes dans le pays qui a cessé depuis justement 2019. Donc vous voyez, et même pour l'Arabie Saoudite, je pense que c'est l'argent qui est payé à travers les visas, mais surtout à travers les pèlerins, absolument. Les dépenses qui sont faites sur le territoire saoudien. C'est une activité que ces gens vont faire un seul moment de l'année, mais qui leur permet vraiment de réaliser des chiffres d'affaires très intéressants. Donc ça a impacté véritablement la vie économique de ces armées, aussi du pays. Et au moment en Arabie Saoudite, effectivement, c'est imaginez par exemple, quand en Arabie Saoudite, c'est le secteur hôtelier, le tourisme, ce que ça rapporte en termes d'argent, vous voyez. Donc, c'est une très bonne chose, ces mesures donc, qui sont levées. On a vu le samedi où la mesure a été annoncée, au niveau donc, de la mosquée, donc, de la Kaaba, la prière. Donc, il n'y a plus de mesures à la mosquée. Absolument, il n'y a pas de distanciation. Les gens vont pouvoir prier normalement. On a dit juste seulement c'est dans les lieux fermés. C'est dans les lieux fermés seulement qu'il faut porter la bavette. Mais aussi, maintenant, quand les gens vont voyager, donc on ne va plus vous exiger en tout cas donc, un test donc, où vous êtes le PCR où c'est négatif. Donc, il y a donc cette, je veux dire, possibilité donc, de faire le Hajj parce qu'il y a beaucoup de gens. Parce que c'est quand même une affaire, une dimension religieuse. Hier seulement, j'ai vu une dame qui a déjà versé son argent. Elle m'a dit que moi, j'ai décidé, même quand je vais mourir,
quelqu'un doit faire le Hajj à mon nom. place. Pour vous dire il dit qu'on m'a demandé, ma voiture est fatiguée d'acheter une. Et non, il dit que la voiture c'est pour la vie. Moi, quand je mets l'argent, il faut aller faire. Donc, vous voyez un peu la dimension de la chose. Comment quelqu'un peut effectivement mettre toute sa vie pour aller faire ce voyage de sa vie, justement. Certains l'attendent d'ailleurs avant de mourir. Ils se disent qu'il faut l'accomplir au moins une fois avant de mourir. Donc vous voyez, le Covid, dans sa dimension donc, spirituelle, mais aussi, ça a séparé le monde. On ne voyage plus. Tout se fait par visioconférence, vous voyez. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne chose. Et franchement, on s'est rendu compte à l'évidence depuis la guerre en Ukraine qu'effectivement, le Covid, on a tendance, en tout cas, à dire que franchement, c'est absolument. Donc, vraiment, moi, je pense que vivement que ce soit vraiment la fin du Covid, que nous puissions vraiment vaquer à nos occupations. Merci beaucoup. C'est vrai, en tout cas, ils disent que jusqu'à preuve du contraire, les autorités sanitaires donc, saoudiennes, parce que c'est eux qui ont donc fait le bilan, donc jusqu'à présent, dès qu'effectivement il y a des situations, ils vont encore donner des instructions et l'État va les appliquer. Mais pour le moment, on peut espérer que le Hajj 2022 il est ouvert pour tout le monde. Merci beaucoup. Il y aura justement donc des rencontres avec des missions de différents États qui seront en Arabie Saoudite. Maïmoun Diado, est-ce qu'il faut se réjouir de cette décision à partir du moment où on le sait quand même des efforts et des appels continuent à être lancés afin qu'on puisse respecter au niveau de chaque État les mesures barrières contre la COVID-19? Mais il faut se réjouir. Il faut se réjouir de la levée de certaines mesures au niveau de l'Arabie Saoudite parce qu'il faut regarder le nombre de musulmans qui n'ont pas pu effectuer le Hajj, plus de 2 ans. Ici au Niger, on a vu des gens qui ont pleuré. Parce que certains sont morts sans pouvoir aller. Et donc, c'est vraiment, ça reconforte aujourd'hui ces populations, ces musulmans qui veulent effectuer coûte que coûte le Hajj. Et de l'autre côté, il faut également voir que l'économie aussi, ça a un coût. Ça a eu un coût sur l'économie. Parce que, regardez le nombre qui est permis d'aller au Hajj. Et avec également cette situation de Covid-19, le nombre a été réduit. Donc, ça veut dire que ça a affecté également l'économie de ce pays. Ça veut dire que les autorités saoudiennes même n'étaient pas du tout contentes de cette situation à partir du moment où il y a eu des manques à gagner. Voilà. Mais aujourd'hui, on se réjouit que après des discussions, ils sont arrivés à lever ces sanctions. Et c'est pas ces sanctions, mais c'est ces dispositifs, en tout cas, pour permettre à tout le monde, en tout cas, d'effectuer le Hajj. Ça, c'est une très bonne idée. Et nous espérons également que les autres pays, parce qu'il y a déjà l'Afrique centrale, il faut le dire, qui ont déjà enlevé cette situation de PCR à l'aéroport, aller comme au retour. Je peux citer... Les périodes où il faut venir s'isoler. L'Arabie Saoudite a suspendu ça également. Oui, donc ça veut dire qu'il faut se réjouir. Quand on vient directement, on peut vaquer à ses occupations. Tu peux vaquer à ses occupations, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop d'inquiétude. Maintenant, comme je l'ai dit, l'Afrique centrale a fini avec ça. Espérons que l'Afrique de l'Ouest aussi va suivre. Merci beaucoup. Ousmane Sidikou, que faut-il alors souhaiter pour ce prochain Hajj qui aura lieu vers la période du 7 au 12 juillet 2022, ce prochain Hajj donc en terre sainte de l'islam? On ne peut que souhaiter bon pèlerinage aux futurs pèlerins, puisque 2 ans, comme dirait l'autre, c'est pas caillou. Le manque à gagner s'était fait durablement ressenti à tous les niveaux, que ce soit le pays hôte. Vous imaginez les pertes pour ce pays-là en termes de rentabilité dans les différents secteurs, ne serait-ce que le tourisme. Alors je l'ai si bien dit, je passe sur la restauration, les agences de voyage là aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'elles sont l'ombre d'elles-mêmes, mais quand même, elles se morfondent. Donc, ce n'est qu'une bonne chose et une très bonne nouvelle. Donc, on ne peut que prier que cela s'élargisse dans d'autres contrées ou dans d'autres domaines. Vivement la fin de cet état d'urgence sanitaire qui a vraiment pesé sur les divers
secteurs sociaux de base. Aujourd'hui, combien d'emplois ont été carrément supprimés du seul fait de cette pandémie, et combien de familles sont sur le carreau, puisque le monsieur ou bien la dame en charge de subvenir aux besoins se retrouve sans boulot. Donc vraiment, les conséquences n'ont été que trop fâcheuses sur bien d'aspects. C'est là où je dis que c'est une très bonne nouvelle, et vivement que ça s'élargisse et que vraiment les pèlerins, même en termes de foi, imaginez 2 ans durant, il y a combien qui ont rendu l'âme pourtant avec l'intention d'aller accomplir ce rite religieux-là, le 5e pilier de l'islam. Donc l'intention y était, mais du seul fait de cette restriction, ils n'ont pas pu aller, mais la volonté y est, et Dieu connaît l'intention de tout un chacun. Donc on ne peut que se réjouir en tant que musulmans, et en termes de rentabilité, aussi bien pour nos agences ici, tout comme le pays autre qu'est l'Arabie Saoudite. Merci à tous, chers auditeurs. Nous sommes donc au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 11 mars 2022. Nous disons merci à nos invités. Elhadj Mohamedou Souleymane, journaliste au journal en ligne Niger Inter, Maïmouna Diado, journaliste indépendante, et Ousmane Sidiko, journaliste indépendant également. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. La régie est assurée côté son Amina Hassan, et à la réalisation vidéo Seini Saka. Excellente soirée donc à toutes et à tous, et au revoir.